Si mes calculs sont exacts, lorsque ce petit bolide atteindra 88 miles à l'heure, attends-toi à voir quelque chose qui décoiffe. À l'heure du goûter, on écoute le Magal West sur Westrack Radio. Interview, rubrique, micro-trottoir et musique sur Westrack. Nom de Zeus! Bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Nous sommes le mercredi 13 mars 2024. Il est 17h, passé de quelques secondes sur Westrack Radio et on entre dans ce nouveau Magal West. Aujourd'hui, au sommaire de cette émission, nous allons recevoir en deuxième partie d'émission Camille et Nausicaa pour la dernière, c'est leur dernière fois à l'antenne de Westrack. Aujourd'hui, nous allons faire un petit jeu avec les films. Nous allons nous amuser pour cette grande dernière avec une sélection de films pour chacune d'entre nous, donc Camille, Nausicaa et moi-même, et on va donc pouvoir vous faire une sélection selon la personnalité de chacune. Vous allez voir, c'est très sympa et puis ça leur permettra de vous dire un dernier au revoir à l'antenne de Westrack Radio. Aujourd'hui au sommaire aussi, nous allons retrouver Nausicaa et Camille pour le reportage du jour, direction le théâtre des Bains-Douches pour le 3e spectacle qui s'appelle Pourquoi on n'écrit pas avec les pieds. Ce sera donc en deuxième partie d'émission. Avant la musique avec Ella Ronen et son nouvel album The Girl With No Skin, sorti en 2024. Cet album va nous proposer 2 nouveaux titres inédits, Tie Rope et Undercover, que l'on va écouter dans quelques instants. Nous allons aussi retrouver les infos locales en compagnie de Mathieu et notre agenda culturel. On commence tout de suite avec la météo. Aujourd'hui, le soleil se couchera à 19h02, on va donc gagner 5 minutes de soleil. Cet après-midi, au Havre, le ciel sera majoritaire, température 12 degrés, ressenti 10, le vent devrait atteindre en moyenne les 16 km/h, orientation du vent sud-sud-ouest. Ce soir, attendez-vous à de la pluie, la température sera de 13 degrés, ressenti 8, l'orientation du vent sera tournée vers le sud-sud-ouest. Demain, jeudi, le soleil se lèvera à 7h14 et se couchera à 19h04. On va donc gagner 3 minutes de soleil. Demain matin au Havre, le ciel sera légèrement nuageux. La température demain sera de 9 degrés. Le ressenti sera de 6. La force du vent va osciller aux alentours des 18 km/h, direction sud-sud-est. Demain, l'humidité relative de l'air sera de 90%. Demain après-midi au Havre, le ciel sera couvert. La température sera de 12 degrés. Le ressenti de 11. Le vent devrait atteindre en moyenne les 19 km/h, direction sud. Et enfin, demain en soirée, il y aura de belles éclaircies. La température va retomber à 14 degrés. Ressenti 12. Le vent devrait atteindre en moyenne les 22 km/h, direction sud-sud-ouest. Et on retrouve tout de suite Mathieu avec les infos locales. Bonjour à toutes et à tous, les actualités locales de ce mercredi 13 mars. Dresser-Rand, c'est fini, du moins pour le nom. L'ancienne usine Mazeline, fleuron industriel du Havre, de la famille du même nom, spécialisée dans la fabrication de machines à vapeur, vient encore de changer de nom. Une nouvelle dénomination qui intervient plus de 10 ans après le rachat de Dresser par Siemens Energy. Ce 12 mars 2024, Siemens Energy a inauguré ses nouveaux bureaux au Havre quai Colbert, dans un immeuble proche de la gare SNCF. Livré à l'automne dernier, cet emménagement est l'occasion pour le groupe spécialisé dans l'énergie et la décarbonation de marquer le début d'un nouveau chapitre pour les activités de Dresser-Rand au Havre, avec l'annonce officielle du nouveau nom de la société Siemens Energy Industrial Turbomachinerie Le Havre. Le 1er septembre 2020, Samuel Morillon, alors PDG de Siemens Energy, annonçait un plan de sauvegarde de l'emploi, mais depuis l'application de ce PSE et le départ de 252 salariés sur les 560 que comptait Dresser, le site sonne creux de sources syndicales. Seul un quart de la surface des 70 000 mètres carrés de l'ancienne usine Mazeline est encore utilisée pour les activités de turbines et de garniture, à tel point que Siemens Energy annonçait en juin 2022 réfléchir à une réorganisation globale et à la cession d'une partie de l'emprise du site. Selon une source proche de la direction du groupe, les nouveaux locaux illustrent l'engagement de moderniser et d'optimiser l'environnement de travail de ses collaborateurs.
Ouverte en août 2021 à Saint-Romain-de-Colbosc, la micro-crèche Les Petits Suricates et ses contrats sur mesure ont rapidement séduit les parents. Forte de cette première expérience, sa créatrice reproduit le modèle à Saint-Martin-du-Manoir où une crèche identique est en cours de construction. Les Petits Suricates ont des papas ou des mamans qui travaillent à temps partiel, qui font l'écart ou encore qui ne cherchent un mode de garde que de façon occasionnelle ou juste pendant les vacances. C'est donc tout naturellement ce modèle testé et approuvé que la créatrice des Petits Suricates a décidé de reproduire à Saint-Martin-du-Manoir. Presque 3 ans, jour pour jour après l'ouverture de la crèche de Saint-Romain, d'autres Petits Suricates auront leur nouveau cocon d'ici septembre 2024. Bonne nouvelle pour le quartier Saint-François et les amateurs de gastronomie italienne. La pizzeria Lucciola renaît sous le label Lucciola 2.0. Un cuisinier italien perfectionniste et sa compagne ouvrent la Lucciola 2.0, pizzeria trattoria qui gardera les bons souvenirs de la Lucciola, mais avec un coup de peps. La Lucciola 2.0 devrait être ouverte en avril 2024 par ce jeune couple de restaurateurs qui a déjà fait ses armes en gérant une brasserie sur le front de mer à Étretat. 6 employés, 3 en cuisine, 3 en salle, seconderont les nouveaux patrons du restaurant à la centaine de couverts avec un service le midi et le soir. Ils inspirent la peur comme les ours ou encore les loups, voire le dégoût comme les rats ou encore les poux. Ces sales bêtes seront pourtant mises à l'honneur du samedi 2 mars jusqu'au 29 juin à la bibliothèque Armand Salacrou du Havre. Le but de cette exposition est de remettre en question notre rapport au bon ou au mauvais que l'on peut entretenir avec les animaux. Et pour les plus curieux, une visite portera même sur les raisons de l'origine de la salamandre sur les armoiries du Havre. Et enfin, passionné d'art, Arnaud Devin a ouvert une galerie d'art contemporain début décembre au Havre, idéalement située au pied de la tour Alta. C'est la 3e galerie à s'implanter dans ce quartier résolument tourné vers l'art. S'il a d'abord voulu se faire plaisir en vivant désormais au milieu de tableaux et d'œuvres d'art, ce passionné a aussi choisi son nouveau métier dans un esprit de partage pour accompagner ses amis artistes, souvent en recherche de lieux d'exposition. Le renouvellement des expositions sera mensuel avec entre autres la mise en valeur des peintres locaux. Arnaud Devin plaide pour la démocratisation de l'art contemporain, encore jugé trop élitiste selon son avis. Soucieux de le rendre plus accessible, il veut lever les freins qui empêchent parfois le public de pousser les portes des galeries d'art. La galerie Devin, c'est donc au pied de la tour Alta au Havre. Merci Mathieu et on continue avec notre agenda culturel dans le Magal Ouest. Des idées sorties pour cette semaine ou ce week-end pour te culturer sur Westrack Radio. Les mercredis de l'impro sont de retour. La compagnie Les Improbables concocte chaque mois un spectacle s'inspirant d'un concept original avec des invités venant de toute la francophonie, un décor improvisé confectionné dans le secret le plus total, digne d'un western ou du Seigneur des Anneaux, une thérapie de couple avant de faire un break. Bref, un spectacle qui vous parlera d'amour, c'est sûr, et surtout de vous. C'est ce soir à 20h au Petit Théâtre, 28 rue du Général Sarail, tarif 8, 10 ou 14 €. Vous réservez au 02 35 19 45 74. Aujourd'hui vous attend aussi une conférence débat, la gastronomie d'aujourd'hui et de demain. Conférence animée par Yvan Vautier, cuisinier depuis 40 ans et propriétaire d'un hôtel 5 étoiles dont le restaurant étoilé est au guide Michelin depuis 20 ans. Proposé par l'association Cité Culture LH, c'est ce soir à 18h30 à l'EM Normandie, 20 quai Frissard. Tarif 10 €, c'est gratuit pour les étudiants. Et enfin, notre dernier événement se déroule aujourd'hui au Volcan. C'est La Belle au Bois dormant, un conte théâtral et musical avec une princesse impertinente, des faits nuls en magie, un prince d'une timidité maladive. Tels sont les ingrédients de La Belle au Bois dormant, pimenté à la sauce ubique. Les 3 artistes, aussi conteurs que musiciens, ne quitteront pas leur chaise et nous feront pourtant voyager très loin. C'est à partir de 7 ans et c'est à 18h au Volcan. Le tarif est de 5 €. Vous réservez au 02 35 19 10 20.
Et on continue notre Magal Ouest, il est 17h09. On retrouve la musique tout de suite avec 2 titres, Tightrope et Undercover. Ce sont des titres inédits du nouvel album de Ella Ronen. L'album s'appelle The Girl With No Skin, sorti en 2024. Je vous propose donc une découverte de l'artiste Ella Ronen, mais aussi de cet album. Et juste après, nous retrouvons Camille et Nausicaa pour le reportage du jour au Théâtre des Bains-Douches. Pourquoi on n'écrit pas avec les pieds ? Réponse dans quelques instants avec notre reportage signé Westrack. Et puis juste après, pour notre chronique cinéma et séries, et pour la dernière fois, j'accueille Camille et Nausicaa avec un petit jeu autour des films. Vous allez voir, ça s'annonce très festif. On écoute tout de suite donc une partie de l'album de Ella Ronen avec 2 titres sur Westrack. Westrack et la Fédération des radios associatives Musiques Actuelles, la Ferrarock, vous partagent la découverte musicale du jour. Ella Ronen sort un nouvel album, The Girl With No Skin, sorti le 8 mars 2024 chez Irascible Records et BB Island. Ella Ronen est une auteure-compositrice, interprète, poète et leader. Avec son mélange unique de poésie, de vulnérabilité et de force, elle invite son public à explorer les profondeurs de ses propres émotions et à se connecter avec son sentiment d'humanité et d'appartenance. Sa musique est un mélange de poésie et de narration, et chacune de ses performances live est une sorte de cérémonie. What if I stop now, halfway through this rope, and hope for my mom to come get me? Up in the air, between stars shining, pain, I'll remain. I'm too far to turn back, but still can't see the end. I'd call my brother if I could. He said no.
Elle transmet des idées déchirantes sur l'expérience humaine avec des paroles honnêtes, poétiques et magiques. Sa voix profonde, puissante et inoubliable enveloppe et anime tout cela. En partageant les histoires de sa vie, Ella s'efforce d'inspirer son public à trouver sa voix unique et à embrasser son propre voyage personnel. Sa musique nous rappelle que nous sommes tous connectés et ses performances sont une invitation à explorer les profondeurs de nos émotions. Lorsqu'elle monte sur scène, elle crée un espace d'appartenance et de connexion émotionnelle à travers la musique. Field Commander Ronan was our most devoted spy. As early as the sandbox, she learned how to fake a cry. Always watching, studying how children play and talk. The head tilt of their carefree laugh, the skip inside their walk. For some reason she has always been a little far, a little on the outside looking in. Then came the boys, she knew just what they wanted her to be. A manic pixie listener, all sweet and wild and free. Drafted her as spy at the ripe age of 18, which hasn't normally been used, people have foreseen. She just calmly listened then, as certain as a knife. She whispered, I've been undercover all my life. Field Commander Ronan got so good at blending in. At some point we no longer told the wall paint from her skin. So it took us quite a while to discover she was gone. We don't know where she is now, but I heard she's writing songs. Son 4e album de folk, The Girl with No Skin, est sorti le 8 mars 2024. Vous retrouvez cet album et toute la discographie de Ella Ronan sur les plateformes de streaming ou directement sur le site de la ferrarock.org. Le Mag à l'Ouest, info, divertissement et bonne humeur sur Westrack. Votre découverte Ferrarock du jour avec Ella Ronan et son nouvel album The Girl with No Skin. Vous avez découvert 2 titres inédits, c'est Undercover et Tightrope sur Westrack Radio. Et on retrouve tout de suite Camille et Nausicaa qui vont rester avec nous aussi pour le direct, pour notre chronique cinéma et séries. Avant, c'est un reportage sur le théâtre des Bains-Douches et un spectacle qui s'appelle Pourquoi on n'écrit pas avec les pieds. Réponse dans ce reportage. En
attendant l'éclaircie, c'est le rendez-vous de la jeune création théâtrale en Normandie. Plusieurs théâtres en région s'unissent pour accompagner de jeunes artistes et donner de la visibilité à leurs premiers gestes de création. Du 21 au 23 février 2024, le festival posait ses valises au théâtre des Bains-Douches. Au programme, merci de votre compréhension de Elsa Delmas, Je serai feu, ainsi que Pourquoi on n'écrit pas avec les pieds de Romain Hamel. Avec Nausicaa, on a eu l'opportunité d'assister à la première et la dernière représentation. Et alors ça a commencé. D'abord, la menace fantôme. Puis, l'attaque des clones, la revanche de Sith, un nouvel espoir, l'Empire contre-attaque et le retour du Jedi. On les a tous fait en quelques jours. Elle, toujours assise par terre, et moi, assis sur ses jambes croisées. Quand on a terminé tous les Star Wars, j'en revenais pas, je voulais les voir encore. Je me suis mis à bouger, à gigoter, à taper, à vouloir entendre le bruit dans ma tête quand j'accogne contre un mur. Vous avez compris ? J'ai compris que j'avais touché un point. On a regardé 4 fois la saga. D'affilée. Il n'y avait plus que ça à la télé, j'en pouvais plus. Vous savez combien de temps ça met une saga ? C'est 6 films, d'environ 2h30 chacun. En gros, ça fait 15 heures. 15 heures d'affilée à regarder Star Wars. C'était dingue de trouver mon intérêt spécifique. C'est un spectacle qui est très très touchant. C'est un sujet dont il est important de parler. C'est important d'entendre Max, c'est important d'entendre Louise. Et c'est hyper touchant de se dire qu'il y a eu plein de gens concernés. Il y a eu des gens qui étaient autistes dans la salle, il y a eu des familles, il y a eu des parents qui ont sûrement dû entendre ce que les médecins disent, ce que les professeurs disent, tout ce qui est dans le spectacle. Donc c'était très touchant et très important. Après l'avoir vu 220 fois, je suis toujours autant chamboulé de le voir. J'ai un peu l'impression de voir mon enfance, vraiment. De me voir moi, en fait, dans mon quotidien, de toutes les scènes où Max, quand il dit je gère pas tout dans mon corps, quand il dit faut pas croire mais je sais bien que je suis pas simple, je me dis ok, c'est totalement moi, ça résonne très fort et c'est un intérêt spécifique cette pièce pour moi, on va pas se mentir. Du coup, la même émotion reste intacte à chaque fois et je passe mon temps à pleurer. Il était assez touchant et rigolerie en même temps, donc moi ça me va. Et j'ai bien aimé tout le truc autour de comment l'autiste il se perçoit en même temps et comment pour la famille aussi c'est compliqué de le percevoir aussi dans le quotidien et tout ça, mais c'était fun. Bah moi j'ai adoré, trop bonne vibe. Ça montre bien le quotidien des autistes parce qu'on se rend pas compte mais ils ont un quotidien assez dur. Franchement j'adore leur construction du spectacle, genre les ellipses et tout, c'était trop sympa. J'ai adoré. Je suis archi pas objective parce que j'ai adoré. Arrête, je repleurais vraiment. Non mais je trouvais que c'était très beau parce qu'il y a beaucoup de générosité. Et même au niveau de la structure, c'est très rythmé. Il y a beaucoup de ruptures. Tu passes de séquences de grande émotion à des moments hyper délirants qui font vraiment relativiser, qui font vraiment du bien. Donc c'est vraiment une heure hyper rentable. J'ai le même discours que mercredi, j'ai l'impression, mais c'est une heure qui font vraiment du bien et qui sont importantes parce que c'est un sujet qu'on voit pas beaucoup au théâtre. Donc si vous avez une heure à passer, à rentabiliser, allez-y. C'était trop bien. C'était tout doux. Moi je sentais Paloma, elle était trop touchée à côté de moi. C'est un sujet... On n'en parle pas beaucoup, il faut plus en parler et c'était trop bien, voilà. Est-ce que vous pouvez me dire ce que vous avez pensé du festival en lui-même, s'il vous plaît ? Bah, le festival, j'ai eu que un spectacle, donc celui de ce soir, donc franchement c'était un bon festival, fin de festival du coup. Bah, j'ai bien aimé. J'en ai vu 2 sur 3, du coup celui de mercredi et celui de vendredi. Les 2 que j'ai vus, des bien, mais comme c'est début de construction, bah moi j'attends juste de voir dans 2 ans ce que ça va donner, si ça va donner quelque chose, et moi j'ai juste hâte en fait. Ça commence bien quoi. On dirait même pas que c'est un début de quelque chose parce qu'on en a parlé avec Ludo, il avait dit il y a des trucs à peaufiner. Moi j'ai bien aimé. Et bah c'est très sympa parce que ça permet, enfin c'est le principe, mais ça permet de mettre en lumière des petites compagnies et cette année on n'est vraiment pas déçus, non pas qu'on le soit habituellement, mais c'est vrai que là on assiste vraiment à des beaux moments de générosité, de beaucoup d'amour. Peace and love les gars, c'est ça en attendant éclaircie. C'était super, j'ai vu 3 spectacles totalement différents. Préférés, je sais pas, ils sont tous trop bien, ils sont tous très différents et du coup ça nous montre beaucoup de choses et ouais c'est un truc qu'il faut refaire parce que c'est trop bien. Tu peux nous parler du 2e spectacle d'ailleurs ? Oui, c'était très beau, moi j'ai adoré parce qu'il y avait beaucoup de musique. La violoniste, elle s'appelle Pauline, comme moi, je l'ai adorée vraiment. Et Taya, elle est incroyable, elle est très charismatique, son jeu est incroyable. Et à la fin, il y a des filles dans le public qui se sont levées, elles ont chanté et c'était génial. Moi j'ai adoré, vraiment, genre, ça m'a beaucoup touchée. Donc très cool. J'ai dû le répéter une 50aine de fois et j'avais besoin de l'entendre. Mon petit frère est autiste. Ça veut dire quoi ? Je sais pas. Bah pourtant tu l'es, tu dois savoir. J'en sais rien. Fais un effort. J'en sais rien, je te dis.
Si je le suis, t'as qu'à me regarder et te dire que c'est ça. Alors moi c'est Lucie, j'ai 32 ans, oui c'est ça, j'ai toujours 32 ans, je suis comédienne et metteuse en scène, mais là je suis comédienne. C'est Zoul et j'ai 24 ans, oui j'ai toujours 24 ans et je suis comédienne et pas metteuse en scène. Dans la pièce je joue Louise, donc la grande sœur de Max. Dans la pièce je joue Max, le petit frère de Louise. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de la genèse de la pièce s'il vous plaît ? La genèse c'est Romain donc, qui a écrit la pièce et qui l'a mis en scène, il travaille avec des enfants. C'est son boulot alimentaire quand il n'est pas metteur en scène et comédien pour gagner des sous. Et un jour, il s'est retrouvé aide scolaire dans une maternelle. Alors, je sais plus la section exactement, mais il s'est retrouvé face à une petite fille qui avait des problèmes que tous les autres enfants isolaient. Et du coup, il s'est intéressé à elle, savoir pourquoi elle était isolée. Il s'est aperçu qu'elle rangeait les chaussures par taille, par couleur. Et il a réussi à convaincre les parents de lancer une procédure de diagnostic. L'enfant était autiste. Et de là, il s'y est intéressé. Il a interrogé beaucoup de parents. Il a lu beaucoup de choses parce que le sujet l'a vachement passionné. Parce que on va pas se mentir, c'est un peu le cœur de notre boulot, je pense, de bouger un peu les limites de la norme et de rendre visibles tous les gens qui sortent de la norme et qui sont très invisibilisés. Je sais qu'il m'a un peu choisi pour ça parce que je suis grosse et qu'on n'en voit jamais des gros plateaux aussi. Enfin voilà, il voulait des gens assez normaux pour incarner ces personnages. Dans mon cas, en fait, Romain, il m'a choisi parce que on parle d'autisme, je suis concerné et du coup, il voulait que ce soit une personne concernée qui puisse s'exprimer, même au travers de ses mots. D'ailleurs, en parlant de ses mots, de base, il était venu avec un projet mais complet qu'il avait déjà écrit, fini, ciselé. Au final, en fait, on a réécrit beaucoup de passages. La fin est complètement différente. Certains passages n'y étaient pas. Enfin, tout a changé un peu pour le mieux. Oui, parce qu'on a eu le droit de faire des retouches. Moi aussi, je suis concernée d'assez près par l'autisme. Donc, au final, c'est un vrai boulot à trois, même si la majorité de la structure même la structure a été complètement gérée par Romain. Alors, on a interviewé des petites personnes juste après votre spectacle. Ce qui en ressort, c'est que beaucoup de personnes ont pleuré, même si c'est un spectacle très drôle avec un sujet pas forcément facile à aborder. Est-ce que c'est important de passer par l'émotion pour parler de ce genre de sujet ? Les faits objectifs, ça peut fonctionner quand on a des gens logiques. Les gens sont pas toujours logiques et parfois ils ont besoin de sentir les choses pour pouvoir les comprendre. Et je pense aussi que c'est un double travail. D'un côté, il y a des scientifiques, il y a des personnes spécialisées dans le TSA qui peuvent parler de ce que c'est, et de l'autre, il y a des gens qui sont concernés et qui peuvent s'exprimer d'une manière différente et qui peuvent impacter les gens d'une autre manière. Du coup, c'est deux travails mais qui sont utiles. Un travail cohérent et un travail sentimental. C'est-à-dire que quand il s'agit de toucher les gens, l'émotion, ça reste le premier vecteur de compassion. On peut éduquer beaucoup par l'émotion, par le fait de faire ressentir aux gens qu'est-ce que c'est que d'être dans une situation. Enfin, puis en plus la pièce se veut didactique, quoi. Elle s'adresse surtout aux gens qui sont pas autistes. Même si on l'a testé sur beaucoup de gens autistes et on a eu des retours très positifs. Oui, d'ailleurs, les personnes autistes qui ont vu votre spectacle, qu'est-ce qu'elles en ont pensé ? Elles ont pleuré. Elles ont pleuré beaucoup et elles nous ont toutes dit que c'était très proche de la réalité. Comme elle dit. Mais que c'est rigolo parce que c'était autant qu'au niveau des parents autistes, que des enfants autistes, que des parents d'enfants autistes. Enfin, on a essayé beaucoup de cas de figure et on les perd tous équitablement. Après, j'aimerais nuancer le propos parce que on représente une personne autiste qui a plein de traits stéréotypiques. Cependant, l'autisme, c'est un spectre qui est différent dans toute son étendue. Déjà, l'autisme, ça change qu'on soit né homme ou né femme. L'autisme, ça change si on est noir, asiate ou quoi que ce soit. L'autisme, en fait, c'est un peu comme être quelqu'un, en fait. Chaque personne a son autisme. Chaque personne est vraiment singulière. Et donc, là où on peut représenter des autistes comme Max, va y avoir d'autres types qui sont, je pense, pas assez représentés. Je dis pas que Max doit plus être représenté. Max, c'était une espèce de petit pantin qui permettait justement d'introduire plein de notions parce qu'on ne parle pas assez d'autisme. D'ailleurs, dans les recherches de notre metteur en scène, lorsqu'il a commencé à écrire la pièce, il n'y avait pas tant de pièces qui traitaient de ce sujet, en fait. Je crois qu'il y en avait 2 qui ne passaient plus dans les théâtres. Donc, il y a aussi ça, en fait. Parler des choses dont on ne parle pas assez. Là, on vient de voir un spectacle d'environ 1 heure, mais combien ça vous a pris de temps de travail ? Comme en plus on est une équipe avec donc des personnes handicapées dedans, plus que sur une production normale, on va pas se mentir. Comme c'est un premier projet, c'est toujours compliqué financièrement de monter ce genre de choses. C'était assez étalé, je crois que la pièce a fini d'être écrite en 2020, on l'a lancée en 2021, si je dis pas de bêtises, donc presque 4 ans. Oui, non, 2023, parce qu'on a joué en 2023, c'est la 3e de la pièce. Il y a eu aussi, je veux dire le C-word, mais il y a eu le Covid en fait, qui n'a pas aidé justement à la production. Et où est-ce
qu'on peut revoir cette pièce prochainement? Le 9 mars à 18h au Château du Bec. Et peut-être la saison prochaine, on croise les doigts. T'annonces pas des trucs qui sont pas déjà faits. Alors oui, on y travaille, mais ça va. Embauchez-nous. Merci beaucoup. De rien beaucoup. De rien beaucoup. Merci au Théâtre des Bains-Douches de nous avoir reçus. N'hésitez pas à consulter leur site internet théâtrebaindouche.fr et de les suivre sur les réseaux sociaux. Vous pouvez aussi retrouver La Pastille sur west-track.com. C'était Nausicaa et Camille pour West Track Radio. Votre Magal Ouest se poursuit avec notre chronique cinéma et séries sur West Track Radio. Ça marche à l'électricité, mais il faut une réaction nucléaire pour générer les 2,21 gigawatts d'électricité. 2,21 gigawatts 2,21 gigawatts Mon Dieu. Monsieur Pignon, votre prénom à vous c'est François, c'est juste? Oui. Eh ben lui c'est pareil, c'est juste. Un grand pouvoir implique de grandes responsabilités. Parce que tu as la capacité émotionnelle d'une petite cuillère. On commençait à s'habituer de leur présence au micro de West Track Radio et notamment avec des débats tous les mercredis pour la chronique ciné et série dans le Magal Ouest. Camille et Nausicaa me rejoignent pour une dernière fois dans le studio puisque c'est la fin de leur service civique, on peut le dire, la fin de leur petit passage au micro de West Track. Bon, ça va? Prête pour cette dernière? Oui, non. Un peu d'émotion, je vois. Donc pour aujourd'hui, on a décidé de faire un truc un peu spécial, fini les débats. C'est en fait Nausicaa qui a eu l'idée. On va choisir chacune un film, on l'a déjà choisi, pour l'autre. Nausicaa, est-ce que tu peux m'expliquer comment ça t'est venu cette idée? Je sais plus vraiment, je crois qu'on cherchait un thème pour la dernière fois et je me suis dit ce serait incroyable qu'on donne un film pour représenter l'autre et je trouvais que c'était pas mal à la fois pour représenter nos goûts, représenter les relations qu'on a eues pendant 6 mois et puis savoir un peu ce que tout le monde pense de tout le monde. Alors, je précise que aucune de nous ne sait le film qu'on a choisi pour l'autre. Donc, pour expliquer, Nausicaa, tu vas choisir à la fois un film pour Camille et un film pour moi, et ainsi de suite. On va faire un système un peu circulaire. Et comme on n'est pas des nombrilistes, on va bien sûr parler aussi des films, parce que c'est le but aussi. Films d'animation, séries. Je sais pas ce que vous avez choisi, donc je mets le large. Mais en tout cas, vous allez aussi pouvoir découvrir des films, et peut-être que ça peut être un jeu que vous pouvez faire avec des amis ou dans la famille. Je trouve que c'est le truc un peu à faire à Noël qui peut être sympa. Moi dans ma famille on fait toujours le devine-tête à Noël. Pourquoi pas faire ça? Choisir un film pour les autres, ça peut être cool. Bon alors Nausicaa, c'est toi qui commence. Ok, donc peut-être que j'ai commencé par Camille. Ouais. Camille, le prend pas mal. Le film, tu vas pas savoir pourquoi et après je vais t'expliquer pourquoi ça te représente. Alors j'ai choisi Le Château dans le ciel d'Hayao Miyazaki. Est-ce que ça te... J'adore ce film. Ok, C'est un de mes films incroyable. préférés. Oh waouh, c'est incroyable. Tu savais pas du tout qu'elle avait choisi ça. Ah, j'ai gardé le secret pendant 10 jours. Bon bah alors pour les auditeurs auditrices, Le Château dans le ciel, c'est l'histoire de Chihita, qui est une petite fille qui est porteuse d'une pierre, un pendentif qu'elle a autour du cou, qui a certains pouvoirs magiques et qui suscite énormément de convoitises. D'une part d'une grande bande de pirates et de l'autre par des militaires avec un FBI, etc. à la solde d'un seul homme qui s'appelle Muska, qui est un gentleman un peu machiavélique et beaucoup trop poli pour être honnête. Et donc tout ce monde-là gravite autour de Chihita qui est jusqu'alors prisonnière des hommes et des adultes et qui arrive à s'enfuir à un moment donné pour atterrir chez un jeune garçon qui s'appelle Pazu. Pazu est un garçon de son âge et tous deux découvrent qu'ils ont un point commun, l'Apiuta, une île légendaire flottant dans le ciel. Donc elle a le pendentif qui la relie au château, et lui, Pazu, avait un papa qui avait vu le château dans le ciel de ses propres yeux, mais personne ne l'avait cru, le laissant mourir de chagrin, parce que quand on te croit pas, tu es un peu triste, quoi. En fait, l'histoire donc suit Chihita et Pazu, qui sont poursuivis par les pirates et les militaires, et les deux enfants en fait vont s'entraider pour y arriver avant eux, pour arriver en fait au château dans le ciel. L'union faisant la force. Si les pirates désirent un trésor caché, Muska le militaire, lui, veut se servir de la jeune fille pour parvenir à régner sur les terres, parce que le château ambulant est aussi une énorme arme, en fait, pour détruire l'univers entier, quoi. Chihita, quant à elle, tentera avec Pazu, le garçon, de percer le secret des origines pour prouver que l'histoire de l'Apiuta, l'île merveilleuse flottant dans les airs, n'est pas qu'une légende, et qu'elle a une place décisive à prendre quant au futur de ce château.
Donc, pourquoi ça me fait penser à toi, Camille, cette belle histoire ? Alors, déjà, ça va te faire rire, mais il n'y a pas de love interest. C'est-à-dire que le petit garçon et la petite fille, ils tombent pas amoureux. Il n'est jamais question de ça dans ce film. Et je sais que t'en as marre aussi, que ce soit toujours que à chaque fois qu'il y a deux personnes du même âge, qui soient garçon et fille, il y a toujours un love interest. Là, il y en a pas. Donc, je me suis dit, c'est un film pour Camille. Mais il n'y a pas que ça. C'est surtout l'histoire de cette jeune fille qui possède quelque chose que tout le monde désire et qui est assez perdue, assez mélancolique quant à son avenir, mais qui découvre finalement qu'elle a énormément de courage quand elle comprend où est sa place. Et moi, j'ai l'impression que c'est vraiment un éveil personnel, ce film. Un éveil personnel à la fois par rapport à tes propres questions métaphysiques, par rapport à ton avenir. Et en fait, elle trouve sa voie lorsqu'elle découvre la bande de pirates qui sont bien loin de ce qu'elle imaginait comme amis, qui est donc un nouvel univers pour elle, et elle trouve parfaitement sa place dans les gens un petit peu farfelus, un petit peu bizarres. Donc je trouve aussi que ça te correspond pour plein de raisons. Puis vraiment, c'est une jeune fille qui au départ est assez chétive, on la voit très fragile, très faible, et en fait elle a une force de courage en elle, et elle le découvre vraiment quand elle trouve un sens à sa vie. Et moi, depuis 6 mois, je te vois évoluer et grandir, et c'est incroyable. C'est aussi assez merveilleux parce qu'il y a beaucoup la notion de choix. Et je crois que le choix, c'est quelque chose qui te travaille énormément, Camille. Et en fait, les enfants, ils décident de ce qu'ils et elles feront de leur avenir, ainsi que de l'avenir de la Terre, de l'univers, et quelle que soit la vie et les désirs des adultes. Et je trouve que par rapport à tout ce que tu traverses actuellement, c'est vraiment toi, en fait, ce film. C'est ok, je prends mon destin en main, et puis fuck off les gens. Et puis, pour finir, je trouve que le film, c'est assez joli aussi parce que c'est l'histoire d'un avenir qui est une page blanche et sur lequel tu mets plein de couleurs, et les couleurs que tu décides de mettre et pas forcément les couleurs qu'on te dit de poser sur la toile. Voilà. Camille, t'es d'accord ? Waouh, en vrai, je suis un peu émue parce que oui, je suis d'accord. Merci, j'aime trop ce film en plus. Donc, et je savais pas du tout que t'aimais beaucoup ce film. Bah écoute, non mais c'est trop bien. Ouais, je me retrouve beaucoup. Ok. Bon, est-ce que tu veux lui renvoyer l'appareil et la mettre à l'exercice ? Ouais, et puis c'est un peu drôle parce que moi aussi je choisis un Miyazaki. Quoi Nausicaa. Parce que je sais pas pourquoi, mais déjà à chaque fois je t'associe avec Miyazaki. Enfin bon. Peut-être le prénom aussi. Ouais, je sais pas. J'ai choisi Princesse Mononoke de Miyazaki. Qui est donc une œuvre d'animation japonaise sortie en 1997 au Japon, en 1999 à l'international, réalisée par donc Hayao Miyazaki le grand et produit par le studio Ghibli. Alors on suit Ashitaka, un jeune prince frappé par une malédiction après avoir tué un sanglier démoniaque qui attaquait son village et qui est donc chassé de ce dernier. Pour trouver la source de cette malédiction, il se lance dans un voyage qui le mène à la forêt de Shishigami, où les esprits de la forêt cohabitent avec les animaux et les dieux. Et puis, il fait la rencontre de la princesse Mononoke, une jeune fille élevée par les loups et déterminée à défendre la forêt contre Lady Eboshi, la dirigeante d'Irontine, donc qui cherche à, elle, exploiter les ressources naturelles pour développer son industrie. C'est un petit chef-d'œuvre, ce film d'animation, avec des paysages qui sont très très beaux, des créatures fantastiques, des scènes de bataille qui abordent plein de questions super importantes au cœur de notre société. En plus, la guerre, les hommes face à l'environnement, qui la détruisent de plus en plus et qui l'usent, contre les militants qui font ce qu'ils peuvent pour la défendre. Et donc je vais en venir un petit peu au petit point qui me fait penser à Nausicaa. Déjà parce que tous les Miyazaki me font penser à Nausicaa, je ne sais pas pourquoi. Parce que, je sais pas, je trouve qu'il y a toujours... c'est très une grande force dans les caractères des personnages, même quand ils semblent être hyper vulnérables. C'est très doux tout en étant très dur à la fois. Il y a une dualité chez Miyazaki que je retrouve beaucoup chez Nausicaa aussi. Et c'est d'ailleurs une des choses qui me fait penser à toi avec ce film, c'est les personnages qui restent toujours fidèles à eux-mêmes et qui sont... Mais c'est vrai. Alors, vous pouvez pas le voir dans les studios, mais il y a un vent d'émotion qui arrive. Je vois les yeux qui commencent à s'humidifier un petit peu. C'est trop beau. Non, mais c'est vrai, ils sont forts tout en étant très fragiles et ils apprennent à faire confiance tout en restant sur leur garde. Et t'es un peu comme Ashaki
t'hésites pas à aller vers les autres, à vouloir les aider, à vouloir comprendre. Et en même temps, t'as beaucoup de princesses Mononoke en toi aussi. T'as un peu des deux. Et d'ailleurs, Princesse Mononoke, c'est un des personnages féminins principaux des Miyazaki les moins naïfs, on va dire. Elle est aussi emplie d'énormément de colère. Comme toi, Nausicaa. Elle a beaucoup de colère, de rage. Elle est aussi très indépendante. Elle est absolument révoltée par tout ce qui se passe à cause des hommes. Et elle décide d'agir, même si de son côté, même si c'est juste de son côté pour apporter sa petite pierre à l'édifice, etc. C'est un personnage qui est aussi charismatique, qui n'a pas besoin des hommes pour se défendre. En plus, elle se bat contre les hommes pour sauver Dame Nature. Est-ce que j'ai besoin de dire plus? C'est juste Nausicaa en fait. Avec sa liste féministe et tout. Voilà, donc c'est se battre, savoir pourquoi tu te bats, le faire avec courage, détermination, comme Lana Sirmavre d'ailleurs, qui était la semaine dernière. Tu peux expliquer ce que c'est? Lana Sirma, c'est donc un mouvement politique, une action, mais c'est aussi artistique qui consiste à lever sa jupe pour montrer son sexe. Et ça a été beaucoup fait d'ailleurs avant ou dans d'autres moments un peu de révolution venant de femmes pour aider ou justement se rebeller contre des choses et pour aider. Voilà. Et donc nous, on a fait une que Nausicaa avait lancée la semaine dernière là, pour le 8 mars, une fausse Anna Sirmavre. Enfin, Anna Sirma, donc on appelait Anna Sirmavre. Voilà. c'est bon, j'ai fait mon travail. Je connais mes devoirs. Et voilà, donc qu'est-ce que j'en étais où? Ah oui, et voilà aussi c'est ça montre pas trop le côté girls, donc c'est-à-dire qui est très soudé avec les femmes et solidarité féminine que Nausicaa a, mais c'est quand même un personnage qui est accompagné toujours de deux loups. Dont une des deux loups qu'elle considère un peu comme sa mère, et ça me fait penser un peu aux grandes figures féministes qui peuvent t'inspirer ou qui te poussent à te battre, et à moi aussi. Voilà. Et c'est aussi girl power à fond, parce que même les personnages principaux des deux grands côtés, donc la femme qui est pour l'industrie, c'est une femme, tu vois, et il y a aussi Princesse Mononoke, même si on voit moins Princesse Mononoke que Ashitaka. Voilà. Mais voilà. C'est un peu l'ancienne génération, la nouvelle, bref. Et un autre point, et c'est le dernier d'ailleurs, c'est que Princesse Mononoke n'a pas besoin de garçon à la base. C'est-à-dire qu'elle en tombe amoureuse, oui, mais... Bon, je vais spoiler, mais... Bon, désolée, mais elle finit pas avec, en gros. Mais on sait pas, il y a pas en tout cas, il y a pas cette fin happy ending de l'amour classique comme dans beaucoup de films d'amour. Mais ça veut pas dire qu'ils ne s'aiment pas, en fait. Voilà. Et donc, elle n'a pas besoin des hommes pour prouver qui elle est, mais elle est quand même consciente qu'elle peut compter sur son amoureux et elle est contente de l'avoir dans sa vie. Et voilà. Et c'est aussi la recherche d'un équilibre, un des thèmes de ce film, et je trouve que ça te correspond bien. Je vais pleurer. Voilà. Trop beau. Merci. Merci Camille. En tout cas, ça donne aussi envie de voir le film. Toi, Nausicaa, tu le connaissais? Ouais, en plus, c'est drôle, je l'ai revu il y a une semaine, Princesse Mononoke, voilà. Donc il n'y a pas de hasard. Et c'est drôle qu'on ait pensé toutes les deux au film de Miyazaki, parce que souvent, si tu connais pas Lucie, c'est donc un grand réalisateur japonais, et à chaque fois qu'il y a des femmes comme personnages principaux, c'est toujours des femmes fortes, indépendantes, qui n'ont pas besoin des hommes, qui ne sont pas forcément amoureuses. Je mets à part en fait le château ambulant, mais sinon c'est toujours des super personnages. Je t'invite à regarder, c'est des super films. Je connais de nom, mais c'est le genre de film d'animation où je me dis faut que je regarde, et puis en fait je me donne jamais le moment, tu sais, de me dire faut que je m'y mette. Mais là j'ai beaucoup de choses à rattraper avec tout ce que vous m'avez montré. C'est à mon tour, Nausicaa, désolée, ça tombe encore sur toi. Du coup, alors pour Nausicaa, c'est vrai que j'ai eu un peu de mal à vous décrire, parce que vous êtes toutes les deux en service civique à Westrack, donc vous connaissez très bien. Moi, j'étais là pour vous accompagner dans la radio, mais c'est très sympa qu'on ait pu déjà faire plus d'échanges ensemble à l'antenne dans ce format-là. Et donc, je me suis dit, je vais essayer de mettre de côté l'image que j'ai de toi, essayer de rechercher un truc vraiment un peu plus profond. Alors, pour moi, j'ai choisi le film d'animation Vice Versa. Qui est un Pixar, sorti en 2015
de Pete Docter et Ronaldo Del Carmen. Je vous fais un petit résumé. On est dans le quartier général, c'est le centre de contrôle situé dans la tête de la petite Riley qui a 11 ans. Elle a 5 émotions qui sont au travail. À leur tête, joie, débordante d'optimisme et de bonne humeur. Elle veille à ce que Riley soit heureuse. Peur se charge de la sécurité, colère s'assure que la justice règne et dégoût empêche Riley de se faire empoisonner. La vie, au sens propre comme au sens figuré. Quant à tristesse, elle n'est pas très sûre de son rôle. Les autres non plus d'ailleurs. Et lorsque la famille de Riley emménage dans une grande ville, avec tout ce qu'il peut y avoir d'effrayant, les émotions ont fort à faire pour guider la jeune fille durant cette difficile transition. Joie et tristesse vont devoir s'aventurer dans des endroits très inhabituels, comme la mémoire à long terme, le pays de l'imagination, la pensée abstraite ou la production des rêves, pour tenter de retrouver le chemin du quartier général, afin que Riley puisse passer ce cap et avancer dans la vie. Alors c'est un film que moi j'ai beaucoup aimé, et d'ailleurs j'ai très envie de le regarder à nouveau. Et donc pourquoi est-ce que j'ai choisi ce film ? Alors je suis partie déjà de l'idée que Nausicaa c'est quelqu'un de très pétillante, toujours avec le sourire, toujours avec beaucoup de joie, et dans ce film chaque personne est en fait contrôlée par une émotion principale. Pour Riley c'est la joie qui la guide, et pour son papa c'est par exemple la colère. Donc en fait tous les personnages ont tous dans leur tête des petits bonhommes qui représentent l'émotion, mais chacun a une émotion qui le guide. Alors normalement c'est pour les enfants en fait, pour leur expliquer les émotions, mais je trouve que ça résume bien, parce que Nausicaa, si j'étais dans ta tête, je pense que ce serait la joie qui guide. Et donc Riley elle a aussi beaucoup d'émotions, ça se bouscule un peu dans sa tête d'ailleurs parce qu'elle est aussi très jeune, et je pense que tu as un côté aussi très émotif, et que ce film ça ressemble un peu à ta manière de fonctionner, c'est-à-dire j'imagine plein de petites émotions, et donc Riley elle est aussi en plein développement, et c'est l'une des caractéristiques d'ailleurs de la mission des émotions. Après le déménagement de ses parents, tout est chamboulé, et ils vont notamment aller dans la mémoire. Et c'est là que je me suis dit ça correspond très bien à Nausicaa. En fait, il y a vraiment un côté où ils sont en mission, là, ils essaient de passer dans différentes parties du cerveau, et donc ils vont notamment rencontrer les souvenirs. Alors dans le dessin animé, c'est représenté comme des sortes de petites sphères, tu l'as déjà vu ? Ouais. Et donc ces sphères, en fait, ce sont les souvenirs. Et si je ne m'abuse et si je me souviens bien, si les émotions touchent trop un souvenir, elles le modifient. Parce que quand tu penses à quelque chose à un moment dans ta vie, soit tu vas y penser avec du dégoût, de la colère ou de la joie. Et donc, dans le dessin animé, ils peuvent modifier ça. Un souvenir heureux peut devenir un souvenir triste ou en colère. D'ailleurs, je crois que c'est la tristesse qui fait un peu des petites bêtises en modifiant pas mal de souvenirs. Et donc, ça m'a beaucoup fait penser à toi. Toi qui es très intéressé par justement la mémoire, tout ce qu'on peut aussi représenter par rapport à ça. Et donc, j'adore ce film parce que je trouve qu'il y a aussi une réflexion sur le psyché, le surmoi, le fonctionnement émotionnel, la mémoire. Et je trouve que c'est des questions que tu te poses beaucoup aussi. On a déjà parlé notamment dans la chronique ciné, je vois qu'à chaque fois que tu as choisi un film, c'était toujours par rapport à la mémoire. Donc je me suis dit que ça pouvait vraiment fonctionner, mais aussi pour le côté émotionnel, je trouvais que c'était un petit plus. Et puis tu aimes beaucoup les films qui touchent à cette question. Donc voilà pourquoi j'ai choisi Vice Versa. Mais toi, du coup, tu l'as déjà vu. Mais trop mimi. Est-ce que tu trouves que ça te correspond ? Waouh. Oui, sur certains points, oui, non, en vrai, oui, t'as très bien argumenté à chaque fois, donc... Moi, je trouve que ça correspond beaucoup. C'est vrai qu'au début, c'était un petit peu difficile, puis après, je me suis dit, il y a tellement de trucs. Alors évidemment, c'est plutôt, je pense, au personnage de la joie, parce que la petite fille, c'est une enfant, donc elle a 11 ans, c'est normal qu'elle soit un peu dans toutes ces questions de développement, mais je trouvais que la voix et leur quête par rapport aux souvenirs, et le fait qu'il faut pas modifier les souvenirs, parce que sinon, du coup, ça entache, en fait, et du coup, d'ailleurs, dans le dessin animé, pour vous donner vraiment envie de le voir, il y a un moment donné où c'est l'hécatombe, en fait, parce qu'ils ont tout bousculé dans le cerveau de la petite, et en fait tout se détruit, quoi. Il y a des espèces de montagnes, en fait, qui représentent justement le monde des rêves, etc. Et en fait tout est détruit, tout son fonctionnement basique est changé à cause d'un souvenir qui de base était heureux et devenu triste. Donc voilà, je trouvais que c'était tout à fait dans tes réflexions, et j'en profite juste pour dire qu'il va y avoir un deuxième film, Vice Versa 2, qui sortira le 19 juin 2024 en salle. Donc il faut encore attendre. Trop hâte. Trop hâte. Non mais c'est rigolo en plus parce que moi je trouve que mes émotions je les vis sans filtre, c'est-à-dire que quand je suis en colère, je le cache pas vraiment, quand je suis heureuse, quand j'aime les gens, j'aime les gens, et je trouve que dans Vice Versa il y a ça aussi, c'est chaque émotion prend sa place quand elle doit prendre sa place sans forcément se mettre derrière une autre émotion.
Et je trouve que, voilà, sans filtre. Mais peut-être que c'est à moi, en fait, de te donner ton petit film là que j'ai choisi pour toi, Lucie. Alors, comme pour Camille, le scénario va peut-être rien te dire et après je vais développer, donc ne prends pas peur. D'accord. Alors, j'ai choisi un film, pas forcément très connu, ça s'appelle Midnight Special de Jeff Nichols, c'est sorti en 2016. Le scénario. C'est l'histoire en fait d'un petit garçon qui s'appelle Alton, qui a 9 ans, qui est séparé de ses parents biologiques très très tôt parce qu'il est traité comme le sauveur dans une communauté sectaire à New York aux États-Unis. J'arrive, Lucie. Et en fait, très rapidement dans le film, il y a le personnage de Roy, qui est le papa donc de Alton, qui part en cavale pour protéger son fils. Et son fils, qui est donc ce petit garçon au pouvoir mystérieux, qui est quand même beaucoup sous l'emprise de la secte, à la fois de la secte, du FBI, du NSA. En fait, il y a pas mal de corrélations entre vos deux films que j'ai choisis pour vous. Et en fait, toutes ces personnes-là traquent l'enfant pensant qu'il est une arme dont il faut se servir justement pour à des fins qui... Waouh, en fait, vos deux films se correspondent de ouf. Et en fait, tout le film... c'est cette espèce de course-poursuite avec le père et le fils qui se retrouvent très rapidement en proie, en fait, et dans cette histoire de chasse à l'homme à travers tout le pays. Et Roy, en fait, le père comprend très rapidement que grâce à des mystérieux calculs, il faut envoyer l'enfant dans un autre monde, dans un espace et un temps précis qui lui appartiennent. Et donc, à un moment donné dans le film, ils vont se diriger vers ce lieu seulement connu par l'enfant. Et Roy, le père, va pendant tout le film être capable de tout pour que son fils puisse justement se développer et voler de ses propres ailes et pour accomplir son destin, et quel que soit le destin qu'il a à accomplir et quels qu'en soient les risques, son père l'accompagne de bout en bout. Je pense que tu vois un petit peu plus pourquoi j'ai choisi ce film pour toi. Bon, déjà par exemple, pour commencer, le père, c'est un homme qui fait tout pour son enfant. Camille et moi ne sommes pas tes enfants. Mais il le protège énormément, il l'emmène avec lui tout en étant conscient de ses propres limites personnelles. Et il l'accompagne en fait. T'as justement dit ça au départ quand t'as dit oui, alors moi je vous connais un peu de loin, je vous ai surtout accompagné, mais tu nous as énormément accompagné, Camille et moi. Et je trouve que ce terme est hyper précis et juste. Et en fait, il fait en sorte que son fils ne manque de rien et qu'il soit toujours heureux, même si la situation est pénible ou critique. Et t'es une personne qui a cette bienveillance-là de toujours, quelle que soit ta situation, savoir si on va bien, essayer de faire en sorte qu'on soit épanoui dans un cadre épanouissant, justement. Et en fait, durant tout le service civique, t'as tout fait pour qu'on s'affirme au maximum. Tu nous as appris à dire non quand ça n'allait pas, fermement, lorsque quelque chose ne nous convenait pas, et tu nous as toujours laissé énormément de liberté, sans jamais nous juger sur nos propres choix. Et ça, mais... pépite pour les futurs services civiques, hein. Et en fait, tout le film, il est pensé comme une course-poursuite entre des personnes qui veulent s'emparer d'un enfant qui aurait des capacités que tout le monde pourrait utiliser sans se soucier de son bien-être. Et donc, les adultes... Attendez, je lis très mal mes notes. Et en fait, oui, justement, le père du héros, il est fortement présent et justement, il se bat pour que les besoins de cet enfant-là soient respectés de bout en bout et pour lui prouver que, en fait, non. En fait, ses propres désirs à lui comptent parce qu'il est le seul héros et personnage principal de sa vie. Et vraiment, c'est toutes ces valeurs-là que tu nous as inculquées pendant 6 mois. Donc déjà, merci. Et puis, sans trop spoiler, j'aime beaucoup, beaucoup ce film de science-fiction. Donc je pense que ça peut un peu te plaire quand même. Parce qu'il conduit à une sincère introspection élémentaire. Donc comme je l'ai dit, Lucie, tu n'es pas notre maman. Mais tu nous as donc beaucoup, beaucoup apporté pendant 6 mois. Et beaucoup de force aussi. On en parle souvent avec Camille, on se sent vraiment grandi à la fin de ce service civique et on a acquis énormément de compétences et je pense que sans ta bienveillance, sans le fait que tu sois toujours présente pour nous, même à 22h quand on n'arrive pas à fermer les portes du studio, on serait pas forcément à l'endroit où on en est aujourd'hui sans tout ça en fait. Et le film il n'est pas construit que comme une course-poursuite, c'est aussi une quête personnelle d'un enfant donc qui doit s'accomplir vers un inconnu que personne ne comprend forcément, même lui. Ça c'est pour vous ça. Ouais, c'est un peu nous. Hein. Et il y a une scène, alors sans spoiler, il y a une scène moi qui m'a profondément marquée. C'est le moment où l'enfant comprend qui il est, ce qu'il veut,
Et en fait, son père lui lâche la main pour qu'il marche sans lui vers son propre destin. Et en fait, voilà, ce film, c'est un peu la fin du service civique aussi, où tu te dis, allez, allez-y, les enfants, partez vivre de nouvelles aventures. Merci encore, Lucie. Et puis, pour finir, il y a une réelle complicité, en fait, entre l'enfant et l'adulte, à la fois dans les personnages et à la fois entre les acteurs. D'ailleurs, bon, je le précise, le film ne passe pas du tout le test de Bechdel. En termes de féminisme, on est loin, mais j'aime beaucoup ce film quand même. Okay. Et c'est un récit à la fois prophétique, mais aussi très très intime, très généreux. Il peut paraître simpliste de base parce que voilà, c'est l'histoire de juste un enfant qui doit trouver son chemin, sa voie. Mais comme dans toutes les histoires, en fait, elles nous appartiennent et puis elles sont écrites par d'autres personnes et par d'autres parents ou personnes qui sont tuteurs ou tutrices. Et en fait, ce qui se joue à l'intérieur du jeu des acteurs est bien plus généreux que les 3 lignes de scénario que j'ai pu vous conter juste au début. Et il y a aussi ça, cette générosité énorme qui te représente, Lucie, je trouve. Voilà. Merci. Et je confirme ce que tu disais tout à l'heure, vous vous sentez grandi, mais vous l'êtes. Regardez, vous êtes capable de tenir un live comme ça. Merci beaucoup. C'est encore à moi, du coup, pour Camille. Alors, je me suis beaucoup retrouvée dans tout ce que tu as dit tout à l'heure pour le film pour Camille. Enfin, je veux dire, dans ce que j'ai choisi. C'est plutôt une comédie que j'ai choisie. En fait, au début, j'avoue, j'ai eu un peu du mal. Je me suis dit, mince, Camille, je sais comment elle est, mais c'est vrai que je voudrais vraiment parler, et ça correspondait à ton film, Nausicaa, de cette quête de qui je suis, qui je veux être, et ce que je veux faire de ma vie, qui est très importante et qui t'anime particulièrement en ce moment, Camille. Et puis je me suis rappelé d'un film que j'ai vu sur Netflix, pourtant qui est sorti en 2004, et je me suis dit mais en fait c'est trop drôle, mais ça peut fonctionner. Ça s'appelle 30 ans sinon rien. Est-ce que tu l'as déjà vu? Je crois que je l'ai pas vu, mais je l'ai vu passer dans mes recommandations. Ok, et je vais donner le petit résumé pour que tu saches de quoi ça parle. On suit donc Jenna, qui est adolescente de 13 ans et qui rêve de devenir célèbre. Elle s'enferme dans un placard après avoir subi une expérience humiliante. Lorsqu'elle se décide enfin de sortir de sa cachette, elle s'aperçoit que par un phénomène extraordinaire et inexplicable, elle est sur le point de célébrer son 30e anniversaire et qu'elle est devenue extrêmement belle et populaire. Alors Jenna va commencer à profiter de sa toute nouvelle vie et elle découvre en fait que tout ce qu'elle avait avant a disparu, tout n'est plus là. Non seulement elle n'a plus aucune nouvelle de Matt qui était son ami, mais elle apprend qu'il s'apprête à épouser une autre demoiselle. Donc en fait elle est devenue elle dans le futur. Alors c'est pas, elle a pas sauté dans le temps ou autre, elle est juste devenue ce qu'elle voulait être, c'est-à-dire elle dans 30 ans. Et c'est très drôle parce qu'on imagine une petite fille, enfin une pré-ado dans un corps d'une femme de 30 ans. Il y a des scènes un peu drôles où elle a un copain et du coup il sort de la douche et elle est en mode genre retire pas ta serviette, j'ai peur, etc. Ou alors elle est au travail. Je crois qu'elle travaille dans un grand magazine et en fait on lui demande de faire des choix et elle fait des choix d'une gamine. Donc du coup d'ailleurs le magazine ça marche mieux comme ça. Enfin voilà, j'ai beaucoup aimé ce film et du coup je l'ai choisi parce que Camille, toi tu es en plein questionnement. D'ailleurs, peut-être que les auditeurs ont pu l'entendre, puisque dans ton podcast L'Astéroïde émotionnel, tu as parlé, c'est l'épisode 18, c'est ça ? Oui. Trouver sa voie. C'est un épisode très important pour toi, puisque tu as pu t'exprimer aussi sur le fait que, après ce service civique, il faut aussi trouver ce que tu veux faire et voler tes propres ailes. Et donc, ça, c'est ta grosse question. Et je me suis dit, il faut que je trouve un film par rapport à ça. Et donc, je me suis souvenue de ce film qui est très décalé, mais finalement, qui parle d'une ado, en fait, qui essaie de trouver ses marques. Elle se retrouve dans cette vie et elle ne sait pas du tout si elle va pouvoir revenir en arrière. Donc je pense qu'elle essaye à la fois de pas trop faire de vagues dans sa vie future et en même temps elle se dit si je reste bloquée là, comment je vais faire ? Faut que j'essaie de faire le mieux. Mais elle a quand même son âme d'enfant parce que c'est une jeune fille et qu'elle n'a pas 30 ans. Et donc, elle vit sa vie, elle fait plein de bêtises, elle gâche un peu parfois des cérémonies un peu pompeuses. Et je trouve que ça te correspond bien parce que la morale, finalement,
c'est que cette petite fille qui voulait grandir si vite, qui voulait avoir 30 ans, elle se rend compte qu'en fait, elle aimerait bien retourner à ses 13 ans. Alors, je me rappelle plus de la fin, et je pense qu'il vaut mieux pas spoiler. Je sais plus si elle redevient une enfant ou pas, mais je sais que, en tout cas, quand elle est sur la fin du film, en tant qu'adulte, elle garde vraiment cette fraîcheur et cette jeunesse, et voilà, je trouve que Camille, c'est le message le plus important pour toi. Elle a cette vie de rêve, superbe appartement, un dressing de ouf, un boulot plutôt cool, mais en fait, elle y connaît pas grand-chose, et elle a perdu son meilleur ami. Elle va le voir à son appart, et il lui dit mais en fait depuis le lycée on se parle plus, tu m'as complètement zappé. Et en fait elle se rend compte que elle a pas pris les chemins qu'elle voulait, et je pense qu'on a tous ce truc quand on grandit de se dire plus tard je serai comme ci ou je serai comme ça, et finalement elle se rend compte que le plus important c'est pas qui elle sera, mais qui elle est maintenant, ce qu'elle doit construire maintenant et ce qu'elle veut. Et en fait c'est une quête de soi, même si c'est bien sûr sous un format comédie et que c'est très drôle. Je trouve que ça te correspond bien, et c'est le message qu'il faut que tu retiennes. C'est en fait tu as le temps de grandir, tu as le temps de voir ce que tu veux faire, mais mais autant construire maintenant et dans le présent, quoi. Voilà. Merci. Non mais ouais, d'accord. J'irai voir le film. Et c'est très drôle, hein. Faut vraiment aller chercher la morale. C'est vrai que quand tu cherches la morale après et que tu fais plus philosophique, voilà, ça émeut, mais si c'est drôle aussi à la base, je pense. Ça va. Ouais, c'est super drôle. Mais moi, je me suis aussi reconnue un peu dans ce film, de se dire, quand j'avais 13 ans, moi aussi, je voulais grandir, et puis maintenant, je me dis, en fait, c'était pas mal de jouer au Barbie dans le placard. Ouais. Bah écoute, je vais peut-être passer à mon film. Je t'écoute, Camille. Mais merci en tout cas pour ce choix de film. Moi, j'ai choisi un film qui est aussi un peu plus joyeux que celui de Nausicaa. C'est Mamma Mia. Ok. Est-ce que tu aimes ce film? J'aime beaucoup ce film. Bah voilà, j'adore les musiques. C'est une comédie musicale cinématographique qui est sortie en 2008, réalisée par Phyllida Lloyd, qui s'inspire donc d'une célèbre comédie musicale du même nom, basée sur les chansons du groupe ABBA, que j'adore. Que j'adore aussi. Pour raconter un peu l'histoire, tout se passe sur une île grecque fictive qui s'appelle Kalokairi, où Sophie se prépare à se marier. Elle n'a pas connu son père, mais lorsqu'elle découvre le journal intime de sa mère, Donna, racontant des histoires avec 3 hommes différents qui pourraient potentiellement être son père biologique, elle décide alors de les inviter tous les 3 à son mariage, espérant ainsi enfin découvrir l'identité de son vrai père. Les 3 hommes arrivent donc sans savoir que ce n'est pas la mère qui les a invités, et Donna, donc la mère, découvre la présence de ses anciens amours et a un petit peu peur, et elle fait appel à ses amis pour l'aider à surmonter ça. C'est un film qui est très connu, surtout aussi pour la présence des titres d'ABBA qui accompagnent bien l'histoire et qui la racontent au fur et à mesure, avec Dancing Queen, Money, 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 and Honey, Honey. Bref, bien sûr Mamma Mia aussi. C'est une comédie musicale, donc évidemment il y a des petites chorégraphies, du chant. C'est un film drôle qui met de bonne humeur, avec des paysages très très beaux, la Grèce c'est beau, et des couleurs. Et d'ailleurs, c'est un des premiers points qui m'ont fait penser pourquoi j'ai choisi ça, c'est parce que c'est une comédie musicale. Et je crois que t'aimes bien les comédies musicales. On avait parlé, alors je sais plus de quel autre film c'était qu'on avait parlé, mais c'était aussi une comédie musicale. Et voilà, et donc ça m'a fait penser à toi direct. Je me suis dit, je sais pas, je t'ai bien vu ado, enfin Lucie ado, trop aimé ce film, et Lucie adulte qui fait ce film, genre, en se disant c'était trop bien. Voilà. Et c'est un film doudou en plus, et c'est un film d'amour. Et je crois on a beaucoup aussi parlé de films d'amour, toi et moi. Après évidemment on te connaît moins bien qu'on peut connaître avec Nausicaa, mais du coup moi je sais pas, j'ai cette idée, cette image là un peu où je sais pas, t'aimes bien l'amour, les films d'amour, et c'est un film sur le mariage, mais c'est surtout sur l'amour entre femmes, entre mère et fille, l'amour propre pour soi, et voilà. Et je trouve que t'es un peu, comme je disais tout à l'heure, t'es un peu une girl's girl, donc ça veut dire, tu sais pas, tu soutiens beaucoup, et t'es toujours là pour soutenir, et je te vois bien comme ça aussi avec tes amis. Il y a beaucoup de solidarité féminine, et même nous, Nausicaa en a déjà parlé, mais toujours là pour nous défendre et être là derrière à dire c'est quoi cette histoire. Comme quand j'avais pas eu mon t-shirt à West Park, pour West Park, et que t'étais partie pour à une la erreur conquête. logistique. Oui, mais enfin voilà, mais même les trucs plus importants ou quoi, et même
même face aux hommes. Je vais pas citer des expériences, mais tu vois, enfin, ce truc-là de toujours te défendre et être là et soutenir et nous aider aussi surtout moi, je trouve, dans cette, enfin, je sais pas, cette aide derrière. C'est un peu comme, tu sais, le loup qui protège derrière la brebis, enfin, voilà. Et c'est aussi un film qui est très féministe, enfin, assez féministe, et donc t'es féministe, donc c'est encore un point. Donna, c'est une mère qui est indépendante, qui a créé son business toute seule, en tout cas, qui a été beaucoup, qui a été pas beaucoup soutenue peut-être à la base, ou qui savait pas trop comment arriver là où elle est arrivée, mais finalement qui y est arrivée. Et elle s'est aussi débrouillée un peu toute seule pour se lancer. Elle a pris son courage et tout, comme un peu toi avec la radio. En plus, donc c'est une femme indépendante, comme j'ai dit, et je trouve que t'es assez indépendante et très très bosseuse. Et voilà, et très intelligente. Ah bah merci. Après, il y a aussi des musiques qui sont iconiques, donc du groupe ABBA, et ça me fait penser à Westrack quand on annonce les musiques, et tout ce truc, cet univers musical dans lequel on baigne. Et c'est, enfin pour finir, attention, tadam, sur le violon, un film qui met de bonne humeur. Comme chaque fois qu'on te voit à la radio, on est de bonne humeur, et à chaque fois on rigole bien, on fait des TikTok, et c'est rigolo. Et c'est un film qui est drôle, avec des femmes fortes et sensibles en même temps, à l'écoute des autres, qui se soutiennent tout de même, amoureuses quand même, et Working Girl. Et voilà, c'est un film que j'adore et qui me pensait à toi. Ah bah merci Camille. C'est drôle Camille, parce que tu as dit c'est un film iconique, mais comme Lucie. Ah j'adore. On se lance des fleurs là. Exactement. Comme ça, c'est un cercle de fleurs. Merci beaucoup Camille. Bah merci aussi Nausicaa, et merci pour cette idée, je trouve que c'était très sympa. Ça permet de parler de films et puis de faire une belle conclusion, parce que ça y est, vous nous quittez. Ouais. Ça s'est bien passé ces 6 mois. Ouais, je pense que vu ce qu'on a dit, ça s'est très mal passé, hein, vraiment. Non, c'était incroyable. Enfin, moi j'ai adoré l'expérience. Quelle expérience incroyable. Ouais, voilà. Je crois que c'est un des comment dire, quand un des virages que tu prends où tu fais ah waouh, là j'ai besoin de ce virage là, tu vois ce que je veux dire. Ouais. Je suis complètement d'accord. Eh ben merci à vous deux, j'espère vous réinviter prochainement sur Westrack. Ouais. Merci à toi du coup. Et à Mathieu. Et merci à tout le monde. Et à Claire. Et à tout le monde quoi. Et on va pas se quitter comme ça, on va partir avec un titre de Gablé qui s'appelle Tell Us More pour bien commencer la soirée sur Westrack. Bien sûr, moi je suis de retour demain à 17h pour un autre Magal West avec l'association Associa Sound qui organise des événements techno au Havre. Et puis mercredi prochain, on va donc reprendre le cours des émissions des chroniques ciné dans le Magal West avec les nouveautés ciné et les nouveautés séries. Je souhaite bien sûr une bonne continuation à Camille et Nausicaa, et on écoute Gablé, c'est le titre Tell Us More. À demain sur Westrack. Tell us more about the building, about the floor, about the ceiling. There's a road in my head, don't ever touch or I'll be dead. Close the door, forget the bleeding, forget the sore, forget the meaning. There's a clock and it's red, it feels rough, just take your meds. Many of them, they were made to fit all of us, but us we must have changed, cause nothing it is right. The measures, they are quite precise, and the light, it often comes in useful at night. There's a road in my head, don't ever touch or I'll be dead.
better get a grip. Better hold on this in case you trip. I hope you just don't mess up the stitch. We shall all be fine if you